Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale après avoir participé au sommet États-Unis-Afrique. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, réception en l'honneur des jeunes compatriotes médaillés au 12e jeu CJOI. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Émirats Arabes Unis ont lancé leur première mission martienne depuis l'espace. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné aujourd'hui, en début de soirée, le pays à l'issue d'une double mission qui l'a successivement conduit à Riyad et à Washington. À Washington, dernière étape de son déplacement à l'étranger, le président de la République avait participé aux travaux du sommet États-Unis-Afrique dévolu au renforcement d'un partenariat économique et d'une solidarité plus efficiente entre les deux parties. Ce sommet avait débouché sur l'engagement conjoint des États-Unis et de l'Afrique et à intensifier leur collaboration autour des crises climatiques, du renforcement des systèmes sanitaires, de la consolidation de la paix et la sécurité mondiale. Le chef de l'État avait mis en profit également ce sommet pour s'entretenir en marge avec plusieurs dirigeants américains en vue de promouvoir et de développer les liens déjà privilégiés entre les deux nations. Et rappelons aussi à Riyad, la première étape de sa double mission, qu'il avait pris part au sommet sino-arabe dédié au lancement d'un partenariat stratégique dans tous les secteurs du développement entre les deux ordres. Il avait en marge de ce sommet aussi eu une série de rencontres bilatérales, notamment avec les principaux responsables politiques du pays, hôte dont le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohammed bin Salman. A noter également que dans le cadre de ce déplacement à Riyad, il a eu un entretien en aparté avec le président chinois Xi Jinping. Eh bien, revenons sur ce sommet où le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aux travaux du sommet États-Unis-Afrique qui s'est déroulé à Washington du 13 au 15 décembre. Il a débouché à l'engagement conjoint des États-Unis et de l'Afrique à renforcer leur partenariat pour relever les défis et à mieux exploiter les opportunités communes dans l'approfondissement de leur coopération dans le domaine de la technologie, la cybersécurité, le commerce, l'économie et la protection de l'environnement ainsi que du règlement des problèmes internationaux. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aux travaux du sommet États-Unis-Afrique qui s'est déroulé à Washington du 13 au 15 décembre 2022. Point d'orgue de cette réunion au sommet entre les États-Unis et l'Afrique, la journée de jeudi a abrité une assise dédiée au renforcement d'un partenariat économique entre les deux ordres. Fondée sur une coopération autour de l'agenda 2063, les plans graduels de développement que l'organisation panafricaine ambitionne pour ses États membres. Dans ces volets, les échanges sont d'emblée portés sur les mécanismes de collaboration de l'agenda 2063. Ils ont ensuite été dévolus à l'identification d'une série préalable de thématiques autour desquelles les deux parties ont vocation immédiate à collaborer. La coopération technique et industrielle, le financement des grands projets de développement, le renforcement du niveau d'échange économique et commercial, notamment à travers la mise en place d'accords préférentiels, l'essor du privé constitue autant de pôles sectoriels définis pour conférer un développement durable au continent et qui par voie des conséquences et en profil hautement établi à s'arrimer avec des partenariats viables, notamment américains, pour disposer à l'essor auquel ils sont pressentis en Afrique. Ainsi, une marque d'une détermination de deux parties à intensifier leur coopération, cette réunion a débouché sur la nomination d'un ambassadeur des États-Unis en charge du suivi des engagements pris par son pays dans le cadre de ces sommets Afrique-Amérique et l'annonce des fonds distincts de 55 milliards de dollars et de 15 milliards de dollars destinés respectivement à la réalisation d'investissements stratégiques en matière de coopération publique et dans le secteur privé. La révélation d'une visite prochaine du président américain Joe Biden sur les continents s'ajoute aussi à la gamme variée des mesures adoptées pour ces sommets et militant dans le sens d'une évolution vers un niveau sans précédent dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Quant à la plaidoirie américaine relative lors de ces sommets à la concession d'une plus grande représentation de l'Afrique au sein des principales instances du monde, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au G20, elle a livré les contours d'une diplomatie durable de solidarité en gestation entre les deux ordres. Il s'agit là d'une résolution du sommet qui fait état de l'engagement des États-Unis à œuvrer pour une plus grande représentation de l'Afrique au sein des instances internationales, y compris dans la gouvernance internationale. Outre la coopération économique et les investissements, c'est la collaboration autour des sécurités alimentaires
qui a constitué la seconde thématique de travail lors de ce troisième jour du sommet États-Unis-Afrique. Ces choix, sans doute, eu égard à l'acuité que revêt la notion dans les préoccupations actuelles de la quasi-totalité des sociétés contemporaines. Conséquence directe du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la problématique de la sécurité alimentaire trouve aussi ses origines à travers la volatilité du prix subsidiaire des chocs à répétition de plus en plus répandus dans le monde, a mis en lumière cette session de travail, qui n'a pas manqué non plus de citer les phénomènes des changements climatiques au registre d'autres sources majeures de l'insécurité alimentaire dans de nombreuses sociétés, notamment africaines. Dans cette session de travail, le président Guelleh a donc plus souligné le caractère crucial de la notion de sécurité alimentaire. Preuve d'un secteur pressenti à une coopération désormais stratégique et fournie, la sécurité alimentaire hérite d'emblée au couronnement de ce sommet Afrique-États-Unis d'un portefeuille préalable de 2,5 milliards de dollars et d'une solidarité efficiente de collaboration pas liée aux crises alimentaires. À noter que ce sommet a débouché également sur l'engagement conjoint des États-Unis et de l'Afrique à renforcer leur partenariat pour relever les défis et mieux exploiter les opportunités communes dans l'approfondissement de leur coopération dans les domaines de la technologie, de la cybersécurité, du commerce, de l'économie, de la protection de l'environnement et du règlement des problèmes internationaux. Les deux ordres ont surtout convenu d'intensifier leur collaboration autour des crises climatiques, du renforcement des systèmes sanitaires et de la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que de la construction d'une économie mondiale forte et inclusive. Retour à Djibouti, où la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, a effectué un voyage d'études en France, plus précisément à Marseille, du 12 au 14 décembre. Elle était accompagnée lors de ce déplacement d'une importante délégation comprenant ses collaborateurs, du directeur du Fonds souverain de Djibouti, M. Dr Salim Afriani, du directeur général de Djibouti Port Community Systems, Warsam Guiré, de la directrice Business Development des ports, du coordinateur national de coopération Djibouti Région Sud. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route Smart Nation. Plus spécifiquement, il a été abordé le volet relatif à la mise en place d'un Green Data City et d'un Smart Port Djibouti, constituant les projets structurants de la stratégie du gouvernement djiboutien pour le développement de l'économie numérique. Ces rencontres ont permis de mieux comprendre le modèle réussi marseillais similaire à Djibouti, tant en termes de géolocalisation que d'infrastructures numériques. Parmi les avantages marseillais figurent aussi les câbles qui ont renforcé la position de la ville en tant que point névralgique d'échange de données. Aujourd'hui, Marseille est le 7e hub international mondial avec 4 data centers, 16 câbles sous-marins et vise à être parmi le top 5 des hubs internationaux mondiaux. Les data centers sont désormais des infrastructures critiques essentielles pour la transformation numérique d'un pays. Également l'usine numérique du futur, à la fois créateur d'emplois et de richesses, mais également attrayant auprès des investisseurs. La ministre a rendu visite aussi à la société Digital Relay Data Center issue des fusions avec l'interconnexion. Cette société possède plus de 275 data centers dans 20 pays et 6 continents et est actuellement la plus grande plateforme des data centers au monde. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la ville passerelle. Cette rencontre a été suivie par un déjeuner de travail avec les responsables de l'entreprise CETEC. La délégation a enchaîné aussi la journée par une visite du port de la Fossette, port central, durant laquelle la ministre a visité ses infrastructures et a assisté à une présentation de sa maquette. De retour à Djibouti, direction le sud, où le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, entouré des hauts responsables de son département, en l'occurrence l'inspecteur général de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse sport, du directeur général de la NPH, ses proches conseillers en sport, ont organisé une réception en l'honneur des jeunes compatriotes, filles et garçons médaillés du 12e Jeux qui se sont déroulés du 4 au 12 décembre à l'île Maurice. Cette cérémonie qui s'est tenue à l'école sport-études d'Ali Sébi, on vit également la participation des autorités de la région, à savoir le préfet de la région, Moussa Adel Meguiné, du président du conseil régional d'Ali Sébi, Sharmak Hassan Alale, les parlementaires de la région. Cette réception avait pour objectif de récompenser et féliciter les jeunes sportifs et encadreurs qui se sont illustrés durant cette compétition régionale consacrée aux jeunes moins de 17 ans, puis membres de la CGO, à savoir
l'île Maurice, la Seychelles, le Comore, la Réunion, les Mayotte, Madagascar et Djibouti. Ce fut l'occasion aussi d'encourager ceux de leurs confrères qui ont participé à ces Jeux, mais non médaillés, et en leur remettant en signe de reconnaissance et leur effort des récompenses à l'instar de leurs pairs. Fort de rappeler que ces jeunes ont été au pied du podium et furent éliminés aux demi-finales. Le choix de l'école sport d'études d'Ali-Sébienne n'est pas comme le fruit au hasard, mais réfléchis tout d'abord. Rappelons que 7 des 10 médailles sont des jeunes en formation dans ce centre. C'est fait, l'honneur revient à cette institution sportive qui ne cesse de former des athlètes d'élite depuis sa création par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Ce projet noble d'implanter un centre de préparation et de formation pour la jeunesse djiboutienne et en particulier celle d'Assejo, réputé pour l'athlétisme, fut une énorme réussite et satisfaction. Et tout le mérite revient au président de la République, a-t-il déclaré le président du conseil régional d'Ali-Sébi. Cérémonie de la pose de la première pierre du projet de construction de l'école primaire qui s'est tenue dans la région d'Arta. Cette cérémonie, organisée en l'honneur, ainsi à son arrivée, l'ambassadeur du Japon, accompagné par plusieurs membres de l'ambassade du Japon, furent accueillis par le préfet de la région, Ibrahim Cheikho, du président de la région, Elmi Beuh, de madame la députée de la région, le directeur général de l'enseignement du MENFOP, du directeur du projet du MENFOP, ainsi que des directeurs des ressources humaines du MENFOP, le secrétaire général de l'association Synergie. Après les allocutions des personnalités, l'occasion pour la délégation de poser la première pierre d'une école de base qui permettra de rapprocher l'offre d'éducation et des populations rurales. Ce projet va permettre aux habitants de la localité de Hilbali, de Baïta et de Moussatouré, de Djilmeli, de trouver une école près de chez soi. L'égalité d'accès est une condition nécessaire de l'égalité des chances. Accueilli en triomphe, l'ambassadeur s'est offert en bain de foule parmi les populations qui s'attendaient avec des rameux d'olivier et des chants de danse pour leur dire toute leur reconnaissance et leur gratitude. Après quelques mots de bien senti, les figures d'Arta présents à la cérémonie ont procédé à la pose de la première pierre. Et aussi de négliger un cheptel. De la même manière, il est suicidaire de ne pas entretenir votre école, qui sera sûrement ce qui permettra à vos enfants de briller. Et nous demandons aux habitants de la localité de préserver cette école-là. Grâce à cet acte noble, le Japon, je pense que vous allez gagner des centaines d'hommes, des hommes armés à penser le monde et la société. D'autre part, notre association Synergie Rurale, fondée en 2004, a toujours œuvré pour le bien-être de la ruralité. Nous avons réalisé divers projets dans la région, une retenue d'eau pour la localité de Karta, un périmètre fourrager de Chabelei, des plantations de centaines d'arbres dans le cadre du projet de la muraille verte. Les valeurs d'une association ou d'une institution se mesurent dans la capacité à aider les autres. Nous avons su avant tout que la ruralité, c'est la République. Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué, de loin ou de près, à ce projet. Eh bien, voici les propos du président du conseil régional d'Arta. La population de cette sous-localité de Hilbali ont à maintes reprises sollicité la construction d'une école. À partir de cette école, il y aura un dispensaire, il y aura toutes les structures des entités administratives. Et donc, il faut être vigilant en matière de l'environnement. C'est-à-dire conseiller aux enfants de ne pas jeter les sacs à plastique, tout ce qui est nuisible à l'environnement. Nous nous félicitons de la réalisation de ce projet qui se traduit aussi dans la volonté du gouvernement et du président de la République, chef du gouvernement, Ismaël Merguele, qui a lancé, depuis son accession à la magistrature suprême, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous demandons à ce que les chefs coutumiers ici présents, les responsables, puissent s'accaparer ce projet et participer à la construction de cette école. Au nom de la population de la localité, j'adresse un vibrant hommage
à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à Monsieur l'ambassadeur du Japon, des amis de Djibouti qui nous ont toujours soutenus dans les projets communautaires. Eh bien, comme je vous le disais, ce projet va permettre aux habitants de la localité d'Iribalé et de Baïta, plutôt de Moussa Touré et de Djilmalé, de trouver une école près de chez soi. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer aujourd'hui à cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle école primaire à Hilbalé, dans la région d'Arta. L'éducation fait partie des piliers les plus importants de la coopération du Japon à Djibouti. En effet, l'ambassade du Japon contribue à l'amélioration de la qualité et l'accès à l'éducation fondamentale à travers les projets de construction de nombreuses écoles primaires et collèges partout dans la République de Djibouti. L'effectif des enfants non scolarisés reste quand même non négligeable à cause de l'absence d'écoles à proximité dans des zones éloignées et de moyens de déplacement. De ce fait, nous avons décidé de financer ce projet dans l'espoir de permettre à 100 enfants de cette localité d'aller à l'école sûrement et sans risque. Je voudrais remercier à nouveau le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le préfet d'Arta, Monsieur le président du conseil régional et l'association pour leur coopération, et je tiens à solliciter leur soutien continu afin de réaliser ce projet. Je souhaite sincèrement que les travaux de mise en œuvre de ce projet se dérouleront en toute sécurité. Vive le Japon, vive la République de Djibouti et vive la région d'Arta. Merci. Écoutons à présent les propos du directeur général de l'enseignement lors de la création de cette école. Le travail préalable qu'a fait l'association en concertation avec le directeur de projet et le directeur de ressources humaines et également avec le chef de service de la région a fait naître un projet ambitieux pour la population de Hilbalé qui vont bénéficier très bientôt d'une nouvelle école qui permettra à leurs enfants d'être scolarisés à proximité. Cette nécessité de construire une école chez eux, aujourd'hui, ce plaidoyer qui a été fait devient une réalité grâce à l'appui de l'ambassade du Japon, au préfet de la région, au président du conseil régional et à l'association qui a développé le concept de la ruralité. Et je crois que c'est un exemple à suivre pour le concept de la ruralité. Je serai très bref. Je dis bravo à tous et bravo à la population de Hilbalé. Merci à vous tous. On reste toujours dans le domaine de l'éducation où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé la célébration de la journée mondiale de la langue arabe au sein de l'école d'Irshad. L'école Irshad, outre la directrice de l'école et son administration, le président du conseil d'administration, les représentants du MENFOB, ainsi que des invités de marque ont pris part à la cérémonie. Des invités de marque et des publics nombreux ont fait salle comble lors de la cérémonie qui était placée cette année sous le thème de la journée était la langue arabe et les sciences. Une belle animation culturelle suivie d'un court-métrage sur les progrès de l'enseignement de la langue arabe a ouvert le bal. Puis ce sont les officiels qui sont exprimés à commencer par le poète et les écrivains, qui ont longuement loué la langue arabe comme étant une langue belle et riche et de particularités. Ils ont surtout mis l'accent sur le fait qu'elle a la langue du Saint-Coran, qu'elle jouit du sceau divin et de sa protection pour la sainte révélation, rappelant que le ministère de l'Éducation nationale dit que la langue arabe était celle de la science et de la culture, que sous sa houlette, son département met tout en œuvre pour l'essor de la langue arabe, aussi bien dans les écoles publiques que privées. Il a même annoncé des ateliers, des réflexions pour pousser encore plus loin la réforme de l'amélioration de l'enseignement de la langue arabe. La cérémonie s'est achevée par la remise des distinctions et quelques prix à des élèves qui ont obtenu des bonnes notes.
Santé à présent, ou dans le cadre de la riposte nationale contre la récente flambée des cas de fièvre saisonnière, les personnels soignants en première ligne dans les hôpitaux de Djibouti, les 5 polycliniques, ont bénéficié d'une formation de recyclage et de sensibilisation pour assurer une meilleure gestion des flux de cas de fièvre. Les médecins-chefs des services des urgences sont concernés par cette formation conduite par des experts nationaux en infectiologie et en biologie, contribuant aux actions de pulvérisation et aux activités de destruction des gîtes larvaires. Ces séries de formations auront vocation à vulgariser les protocoles thérapeutiques et les tableaux cliniques afin d'améliorer le diagnostic ainsi que la prise en charge et la gestion des cas de grippe et de fièvre. Ces séries de formations comportent également les modules sur la gestion du circuit des patients en urgence et ambulatoire, et c'est à travers l'harmonisation et l'algorithme des soins pour les différents types de fièvre au niveau national. Ce cadrement de compétences des soignants va pair avec le renforcement de la stratégie de référence et contre-référence pour garantir une meilleure collaboration contre la structure sanitaire sur l'ensemble du pays. Personnes porteurs de maladies. Nous demandons à la population de pouvoir dormir sous moustiquaires imprégnés et surtout de ne pas jeter de l'eau dans le riel. Ceci constituerait ce qu'on appelle les gîtes larvaires et les moustiques séripènes. Et très important également, nous avons démarré la pulvérisation spatiale depuis la semaine dernière, qui va continuer cette semaine. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons démarrer ce qu'on appelle la destruction des gîtes larvaires. Fait divers à présent où les équipes des patrouilleurs de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne ont porté assistance à une embarcation du type Galba, surchargée en risque de naufrage, transportant des migrants clandestins et près de guerriers. En effet, dans leur avidité et leur exploitation de la détresse humaine, les trafiquants ont fait embarquer plus de 253 migrants clandestins d'origine éthiopienne, dont 98 femmes, sur une seule embarcation. Une telle surcharge sur ces petites embarcations allait inévitablement causer la naufrage. Cette embarcation et occasionner un grand nombre de morts. L'intervention salutaire de l'équipe de la garde-côte djiboutienne a pu éviter un drame et a sauvé la vie des migrants qui ont été ensuite escortés sains et saufs vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau, nourriture avant d'être confiés aux autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 4 passeurs d'origine yéménite ont été interpellés et ont été confiés à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne afin d'être traduits devant la justice. Nous allons nous concentrer plutôt sur la météo où ces les 3 derniers jours, les images satellitaires et les prévisions météorologiques montrent le développement et l'approfondissement de la dépression tropicale centrée au sud-est de la mer d'Oman, ont une dépression tropicale profonde et ses déplacements vers l'ouest et le sud-ouest, s'y dirigeant sur les côtes d'Oman. Selon les dernières images analysées, la dépression est bien marquée de la mer d'Oman, persiste actuellement centrée à 13,9 latitude nord et longitude est à la vitesse vent est estimée autour des centres entre 75 à 65 km/h. Il est susceptible de se déplacer vers l'ouest-sud-ouest et de s'affaiblir lentement sur la même région. Cette dépression ne va pas atteindre nos côtes maritimes et nous sommes à l'abri du danger. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le centre de formation des jeunes de la garde républicaine a organisé hier la Coupe du Monde pour les jeunes du moins de 13 ans et les moins de 11 ans. Cette Coupe du Monde avait un double objectif, celui de faire vivre aux jeunes une sensation similaire à la présente Coupe du Monde du Qatar 2022 et donner un aperçu des perspectives pour la préparation du mondial Pupi à Paris 2023 où la détection continue toujours. Les enfants ont eu le même engouement et enthousiasme, certains ont éclaté de joie, tandis que d'autres, touchés certainement par des fêtes, ont quand même applaudi le succès de leurs amis. Rappelons, grâce au colonel Mohamed Jam Abdouhaleh, commandant de la garde républicaine, et les quelques sponsors, ils ont pu récompenser les jeunes les plus méritants juste par leur victoire, mais également par leurs valeurs éducatives véhiculées par le centre de formation qui sont le respect des fair play, le surpassement de soi, la préservance et par-dessus tout le partage.
Mon fils qui joue au foot dans ce centre de formation. Donc il y a un tournoi qui a été organisé par le centre de formation pour encourager les jeunes. Et donc on est tous là pour les soutenir, tous ces enfants qui sont l'avenir du football africain de demain. Et donc nous sommes là pour les soutenir et ce que nous voyons, vous pouvez le constater, ces enfants, c'est vraiment notre avenir sur le plan footballistique. Le centre de formation, il existe depuis plusieurs années, comme vous pouvez vous l'imaginer, vous le savez. Je crois qu'en 2018-2019, ils ont fait des tournois à l'étranger. C'est tout un projet sur la durée et que nous soutenons. N'est-ce pas? Nous accompagnons les encadreurs qui s'occupent de ces enfants-là tous les jours et nous leur souhaitons le meilleur. Et puis à tous les gagnants de cette compétition aujourd'hui, nous les félicitons, les gagnants et les perdants aussi, parce que personne n'a démérité. Et donc félicitations aux organisateurs, à l'encadrement et aussi aux enfants et qui nous montrent du beau jeu ce jour. Voilà. Et c'est l'information que tout le monde attend. L'Argentine de Lionel Messi brise le rêve de 3e étoile des Bleus. L'Arabie Céleste remporte la Coupe du Monde ce soir. Il n'y a même pas 30 minutes au tir au but au terme d'une finale épique 3-3. L'équipe de France a cru jusqu'au bout de pouvoir garder son titre grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Eh bien, la population djiboutienne avait suivi son grand écran à la finale Qatar 2022 sur un grand écran dans les différentes fan zones installées dans la capitale, notamment au stade Goulet ainsi qu'à l'Institut française. Notons que des officiels étaient présents au stade Goulet, dont la ministre de la Jeunesse, Dr Hibo Span, ainsi que les principaux responsables du ministère du Sport, qui étaient présents au stade Goulet. Une foule très nombreuse, composée des amoureux du ballon, en majorité des jeunes, suivaient le match du final. Rappelons que les Bleus n'ont pas renouvelé leur performance de 2018 et ont laissé échapper ce soir un nouveau titre de champion du monde face à l'Argentine par 3 buts partout. Et après un tir au but de 4-2, Lionel Messi remporte ainsi à 35 ans et après 7 ballons d'or sa première Coupe du Monde. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, il y a plus d'1 an et demi, en février, la mission martienne des Émirats atteigne la planète rouge en plaçant en orbite sa sonde Hop. Les Émirats arabes unis devraient devenir ainsi alors la première nation arabe à atteindre Mars et le 5e pays à étudier son climat. Après 6 ans de planification au centre spatial Mohammed bin Rashid de Dubaï, les Émirats ont inséré Hop autour de Mars 7 mois après le décollage de la mission au Japon du 20 juillet 2020. L'appareil est actuellement en orbite pour une année martienne, soit équivalent à 687 jours sur Terre. C'est aussi la première fois que la communauté scientifique internationale dispose d'une vue complète de l'atmosphère martienne à différents moments de la journée au cours de différentes saisons. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre le programme télévisé. Le programme continue sur Télé. Je vous dis.